Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce sixième rendez-vous simulation de l'espace ressources qui est aujourd'hui sur le thème de la simulation en EHPAD. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure et on accueille aujourd'hui, donc on est ravis d'accueillir, j'essaye de passer à la diapo suivante. On est ravis d'accueillir donc Noémie Terrien en première partie qui est donc la coordinatrice responsable de la structure régionale d'appui à la qualité et à la sécurité des soins Calirel Santé et qui fait également partie de l'espace ressources. Donc, il va nous présenter en première partie les besoins, enfin, l'accompagnement, quels accompagnements pour les EHPAD. Alors, attendez, excusez-moi, je n'arrive pas, voilà, à passer ma diapo. Ensuite, nous accueillerons Armel Simon, donc, qui est ingénieur conseil formation et infirmière diplômée d'État, donc pour une deuxième présentation. Formation en sophrologie et le toucher au cœur du soin. Et puis, en dernière partie, nous accueillons Claude Relia, donc ancien cadre supérieur de santé et responsable du CFPS du CHU d'Angers, pour un retour d'expérience de formation. Donc, je vais laisser dès à présent la parole à Noémie. Merci Solène. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes connectées. Je crois qu'on a pas mal d'inscrits sur ce rendez-vous Simu, donc c'est plutôt encourageant, notamment parce qu'on a choisi, il y a déjà quelques mois quand même, c'est important de le préciser, de pouvoir dédier ce temps-là spécifiquement au sujet de la simulation en EHPAD. Et je pense, et on pourra en discuter au décours des retours d'expérience qui vont nous être faits, et puis peut-être de la mise en perspective des enjeux qu'on a à encore plus rendre visibles et lisibles les actions et le développement de la formation par la simulation en santé dans les EHPAD. Alors, je vais introduire, hein, je vais faire relativement court, mais c'est vrai que sur le sujet des EHPAD, sur Calirel Santé, c'est un accompagnement qui est déployé maintenant depuis plusieurs années. Et pour lequel on porte une attention particulière, puisque le sujet de la qualité et de la sécurité des soins sont quand même des sujets prégnants dans ces structures. Alors c'est vrai, pour rappel, hein, même si on se le partage ici, probablement on l'a tous en tête, on a un contexte de ces structures qui est particulier. Alors ça va être juste la diapo suivante, Solène. Un contexte qui est particulier, hein, avec une complexité de l'adéquation entre le lieu de vie, le lieu de prise en charge, avec une population de personnes âgées accueillies en perte d'autonomie, sur le plan fonctionnel, sur le plan cognitif, un enjeu de l'alliance des métiers, de l'accompagnement et du prendre soin et des soins, dans un aspect un peu plus technique, et dans un contexte, et on le sait encore plus maintenant, ou c'est encore plus visible maintenant, dans un contexte extrêmement contraint, que ce soit sur le plan matériel, humain ou organisationnel. Et malgré tous les enjeux de sécurité, ils sont multiples. Donc, on les avait, nous, documentés au travers d'un projet de recherche qu'on avait mené de 2016 à 2019. On avait pu cartographier les enjeux de sécurité préexistants dans les EHPAD. Alors, sans grande surprise, les sujets de médicaments, de chute, de fausses routes, les sujets de maltraitance, les sujets en lien avec le matériel, la gestion des urgences, les suicides, etc. Donc, on est dans un lieu de vie où, malgré tout, les enjeux de sécurité des soins sont particulièrement prégnants, et les enjeux d'accompagnement et de singularité de la personne aussi. Et pourtant, ce sont des structures où l'accès à la formation, il est malgré tout complexe, de par le fonctionnement organisationnel de certains EHPAD. Certains EHPAD sont isolés dans leur fonctionnement. Un accès et une connaissance aux ressources en termes de formation qui manquent de lisibilité, de visibilité, et puis des capacités de déploiement qui sont parfois complexes. Pour déployer des programmes de formation, il faut des personnes, des professionnels, et de pouvoir sortir les professionnels des EHPAD, c'est d'une complexité parfois extrêmement importante. Et tout ça, ça rentre quand même en ligne de compte qu'on a une exposition au risque qui est exacerbée de fait,
et ça entraîne une perte d'attractivité des métiers, un épuisement des professionnels et la situation qui est bien mise en exergue actuellement sur les problématiques de qualité de vie au travail en EHPAD. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment en France, sur des priorisations d'actions en lien avec la qualité de vie au travail, qui ont été cependant très axées sur les notions de risque professionnel et d'attractivité des métiers. Et ce qu'on sait par ailleurs, enfin ce qu'on prend conscience par ailleurs, c'est que bien que les sujets de qualité soient des sujets au cœur de l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD, le sujet de la culture de sécurité des soins, c'est quand même malgré tout un sujet qui est peu investigué, notamment sur des sujets autour des organisations apprenantes, des procédures, de la formation et des compétences, et puis toutes les thématiques autour des transmissions et de la communication. Les mesures de culture de sécurité des soins, en fait, en France, elles n'existent pas ou peu. Il y en a eu une de menée en région Pays de la Loire en 2019 et qui a permis de montrer effectivement que les marges de progrès et de perception de la culture de sécurité des soins nécessitaient d'être davantage investiguées. Et pourtant, si on s'intéresse au sujet de la formation et des compétences, il y a un panel de ressources et de formations. J'ai été regarder pour voir si ça avait évolué depuis plusieurs années. Il y a quand même un socle de formation via la simulation en santé qui sont proposés en EHPAD. Alors, ça nous sera notamment partagé sur les 2 retours d'expérience des sujets autour notamment des simulateurs de vieillissement, autour de la promotion de la bientraitance, la posture relationnelle, qui sont vraiment largement proposés avec une multitude d'organismes qui proposent ces programmes de simulation. Alors, on pourra aussi en échanger au décours des retours d'expérience. On a quelquefois des simulateurs de vieillissement qui ne sont pas complètement intégrés dans des programmes de simulation. Donc, ça peut aussi... On peut questionner aussi quelquefois la qualité de ces programmes. Mais en tout cas, c'est quand on tape simulation en EHPAD, on retrouve quand même une offre autour des sujets de simulateurs de vieillissement, de promotion de la bientraitance et de posture relationnelle. Et puis, on retrouve aussi des programmes qui sont déployés, notamment en région Pays de la Loire, sur des problématiques plus techniques autour du risque infectieux, des gestes d'urgence, autour des plaies et des pansements, et puis autour de la télémédecine, notamment qui a été déployée depuis ces 2 dernières années. Et on voit aussi une émergence d'autres ressources qui sont des pédagogies alternatives de la simulation en santé autour des thématiques de la bientraitance, de la gestion des risques ou encore des médicaments, notamment avec le déploiement de pédagogies type Escape Game ou Serious Game. Donc, on voit qu'il y a des sujets qui tournent autour de la formation et des compétences sur des sujets à la fois non techniques, de prise en compte de la singularité de la personne âgée dans sa globalité, et puis des sujets plus techniques en lien avec l'activité de soins. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un manque de visibilité de ces programmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une visibilité claire du socle de compétences qui est proposé en formation continue auprès des professionnels en EHPAD. Et puis, malgré tout, quand on sait que le sujet de la communication et du prendre soin est un sujet essentiel en EHPAD, on accueille des personnes âgées en perte d'autonomie avec un lien avec l'hôpital de plus en plus important. On voit les marges de progrès sur les sujets des compétences non techniques, notamment en lien avec la sécurité des soins. Et je pense notamment aux outils de communication sécurisés, par exemple, les gestions des appels d'urgence. Je n'ai pas vu de programme qui était proposé aux EHPAD sur le déploiement des outils type SAED, par exemple, sur des sujets qui sont quand même prégnants, sur la gestion du stress et des conflits. C'est un sujet qui est particulièrement... les professionnels sont particulièrement exposés à ces sujets-là, puisqu'ils peuvent être seuls dans leur activité, avec des tensions. On a peu de programmes, ou du moins ils ne sont pas lisibles autour de la gestion du stress et des conflits en lien avec la sécurité des soins. Et puis un sujet qui est un sujet majeur pour aujourd'hui et pour demain, les sujets autour du travail en équipe et notamment comment on mobilise la formation et notamment la simulation en santé pour l'accueil des nouveaux arrivants
comment on apporte un bagage certain aux professionnels qui vont intégrer une équipe en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et tout ça, c'est étroitement lié. On a beaucoup d'axes autour de la qualité de vie au travail, mais qualité de vie au travail et qualité et sécurité des soins, c'est étroitement lié. Et quand on voit l'enjeu de l'attractivité des métiers, il y a probablement des enjeux forts à questionner. Et j'espère qu'on pourra l'aborder et l'échanger aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on pense programme de formation et déploiement de simulation en santé en EHPAD, les priorités, ce sont lesquelles entre l'accompagnement et les priorités d'activité de soins, comment on priorise un programme de formation adapté aux EHPAD. Alors, c'est juste sur la diapo suivante, Solène. Quelle offre, et je crois qu'il y a vraiment un grand manque de visibilité et de lisibilité de ce qui est proposé aujourd'hui aux EHPAD sur les sujets de la simulation en santé, et comment on accompagne aussi les professionnels et les directeurs de ces établissements à avoir une approche d'intégration des compétences techniques, mais aussi des compétences non techniques, dans une vision vraiment systémique du fonctionnement de l'établissement. Et puis des enjeux qui sont liés à l'accessibilité. Alors j'espère que nos 2 retours d'expérience nous permettront d'avancer sur le sujet. Là où on ne peut pas sortir les professionnels des établissements, du moins on a de plus en plus de difficultés à les sortir, comment on rend accessibles ces programmes de formation via la simulation en santé? Est-ce qu'on développe de nouvelles modalités numériques, réalité virtuelle? Est-ce que c'est vraiment adapté au contexte des EHPAD où on est dans des lieux de vie où le sujet de l'interaction et de la communication est extrêmement prégnant, tant dans l'accompagnement des EHPAD, des personnes âgées en EHPAD, que dans la sécurité des professionnels dans leur exercice. Alors, c'est une introduction très ouverte. J'avais la lourde tâche de poser le cadre et puis de regarder du point de vue de la qualité et de la sécurité des soins, comment on pouvait questionner le sujet de la simulation en EHPAD. Je crois qu'on va avoir quelques réponses autour de nos retours d'expérience et j'espère qu'on aura le temps de pouvoir échanger sur ces quelques questions que j'ai posées en introduction. Merci Solène. Merci beaucoup, Noémie. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner justement sur ces 2 retours d'expérience et de passer à la présentation suivante et puis de se garder un temps en fin de séance pour vos questions. Alors, donc je vais passer la parole à Armelle Simon. Bonjour, Bonjour à et tous. nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup à vous de m'accueillir. Donc, cette présentation en fait, est en lien avec le centre de formation permanente du CHU de Nantes, qui est mise en œuvre depuis plusieurs années maintenant et qui continue d'évoluer en fonction des retours d'expérience des professionnels. Juste pour faire très court, moi je suis issue bien sûr du secteur du soin parce que je suis infirmière et je fais de la formation depuis plus d'une dizaine d'années. Et je suis notamment formée à la didactique professionnelle sur le versant de l'analyse de l'activité, notamment en lien avec la simulation en santé, sachant que là, ce que je vous présente aujourd'hui a fait l'objet d'une recherche en pédagogie en lien avec le Centre de recherche en éducation de Nantes. Je vous laisse peut-être passer les diapos. L'idée, c'est de vous parler en fait de 2 axes de formation que l'on développe notamment auprès des EHPAD, entre autres, hein, même si on le développe aussi dans différents secteurs d'activité comme la psychiatrie ou les soins généraux. En fait, on décline en fait la transmission d'outils concrets au service des professionnels dans le but de l'amélioration de la qualité des soins, en complément des apports médicamenteux. Donc, la première formation que nous déclinons concerne la sophrologie et l'autre formation que nous déclinons également concerne la question du toucher dans les soins, qui est vraiment crucial, notamment dans le contexte de la personne âgée, avec un isolement corporel qui peut être relativement notable. Et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Madame Terrien, par rapport à ce qu'il est possible de transmettre aux soignants de manière à surtout pas générer de frustration potentiellement supplémentaire. L'idée étant vraiment d'adapter le propos en fait, à ce qu'il est possible de mettre en place par les professionnels.
Donc, des éléments de contexte sur lesquels je passe très vite. Il y a effectivement, dans le contexte de la personne âgée, des problématiques de douleur, l'accompagnement des troubles cognitifs, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'isolement, bien sûr le Covid venant ajouter une complexité sur tous ces éléments auxquels on peut apporter une réponse médicamenteuse, mais dans le quotidien des professionnels, il nous semble important de pouvoir aussi leur permettre d'avoir accès à des outils complémentaires facilement applicables au quotidien, au décours d'un soin notamment. Et surtout, dans nos formations, on axe aussi beaucoup les choses sur les impacts que peuvent avoir tous ces troubles et ces contextes cliniques complexes sur la santé des professionnels au travail. Vous l'avez évoqué, la gestion du stress. L'idée étant de croiser en fait l'amélioration de la qualité des soins, mais également améliorer la santé potentiellement des professionnels au travail. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment que nous travaillons en fait sur 2 outils où nous proposons des formations soit sur la sophrologie, soit sur le toucher, soit sous forme de modules complémentaires finalement. La sophrologie, pour faire très court, c'est un ensemble de techniques simples qui sont basées sur la respiration, sur le corps, bien sûr adaptées au contexte de la personne âgée. Et le toucher également, le but, c'est de transmettre des outils simples en lien avec le toucher, soit au décours des soins quotidiens comme une toilette, une mobilisation, un accompagnement quotidien, soit comme soin à part entière lorsque c'est possible pour les professionnels, même sur un temps court, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Je pense notamment au personnel de nuit. Parfois, ils ont la possibilité de mettre en place quelques minutes. Donc, on travaille vraiment sur ces 2 axes. Qu'est-ce que les professionnels peuvent mettre en œuvre en plus de leur activité professionnelle sans que ça n'impacte leur organisation. Et quand ils en ont la possibilité, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour les aider au quotidien. Donc, vraiment des techniques courtes, simples et efficaces. Les objectifs, c'est qu'ils connaissent les techniques et surtout, j'insiste vraiment sur cet aspect, mais qui me paraît essentiel, surtout en lien avec les retours des professionnels, c'est vraiment qu'ils aient la possibilité de transférer aisément les apprentissages dans leur exercice professionnel avec ces 2 axes d'amélioration de la qualité des soins d'une part, mais aussi faire d'une pierre deux coups de manière à ce que les professionnels, eux aussi, intègrent des éléments qui leur permettent de travailler aussi sur le sens de leur exercice professionnel, sur leurs valeurs soignantes. Et du coup, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on transmet des outils pour les professionnels et bien sûr aussi pour les patients. Donc, les formations se déclinent la plupart du temps sur 2 à 3 jours, avec bien sûr des ateliers théoriques, mais qui sont pour favoriser les apprentissages et la transmission sous forme d'ateliers individuels et de groupes, avec des synthèses théoriques, mais nous travaillons très peu avec des PowerPoint. En fait, on est plutôt sur la mise en œuvre d'ateliers de manière à ce que ce soit plus ludique, avec une notion de progression en pédagogie, puisqu'on travaille sur des analyses de situations concrètes de travail qu'ils peuvent rencontrer, sur lesquelles on se base en fait pour avancer, pour qu'ils puissent avoir une pratique réflexive sur ce qu'ils mettent déjà en œuvre, en fait, tout ce qui est en lien avec les savoirs, les savoirs incorporés, en fait, ce qu'ils mettent déjà en place de manière naturelle ou intuitive en s'appuyant sur leur expérience. Et ensuite, nous travaillons sur notre dispositif de simulation, donc une simulation filmée que je vais développer un petit peu, suivie d'une alloconfrontation collective en se basant sur les traces de l'activité que nous avons filmée. Donc, pour vous donner un exemple très concret, ce sera peut-être plus parlant. Par exemple, un soignant évoque une situation clinique complexe qu'il va présenter au sein du groupe. Des soignants volontaires vont mettre en scène la situation clinique complexe, l'un jouant le rôle du soignant, l'autre celui du résident, et potentiellement d'autres soignants participent également s'il y a plusieurs professionnels qui interviennent. Donc, l'élaboration du scénario se fait vraiment en partant des situations réelles de travail des professionnels. Donc, il y a un film en fait qui est réalisé sur une petite scénette qui est très très courte, qui dure environ 5 minutes. Et ensuite, aussitôt à l'issue de la réalisation de cette simulation, je projette en fait le film réalisé et nous décortiquons, nous analysons vraiment en fait l'ensemble du film.
Et ce qui est intéressant avec la question du film, bien sûr, c'est le fait qu'il n'y a pas seulement une restitution de ce qu'ont retenu les participants et les observateurs, mais également la trace avec les images, la posture corporelle, le ton de la voix, par exemple, les réactions de celui qui joue le résident, etc. Donc, on se base vraiment sur la situation filmée, avec l'objectif aussi que ça puisse faire débat au sein du collectif pour pouvoir monter en compétence justement sur ces sujets. Donc, les perspectives de tout cela, c'est qu'à l'issue de l'étude que nous avions menée avec le CREN et le CHU de Nantes, ce qui nous avait paru surprenant et ce à quoi on ne s'attendait pas au retour de l'étude, c'est vraiment que ce qui était important, c'est qu'il y avait un impact sur la posture soignante. C'est-à-dire qu'au-delà des apprentissages au profit des résidents, ça venait vraiment recontacter en fait, les valeurs professionnelles des soignants, réinterroger la question du sens du travail, et ça me paraît vraiment essentiel, en tout cas dans le contexte actuel, notamment auprès des professionnels des EHPAD. Et ça leur permet vraiment, ce dispositif de simulation, de réinterroger leur posture auprès des accompagnements des résidents. Et souvent, ce que les soignants évoquent, c'est qu'ils sont remotivés pour le travail, même si, bien sûr, l'objectif, c'est de les doter d'outils techniques complémentaires à leur charge de travail habituelle, mais on vient vraiment aussi impacter et questionner la posture soignante et recontacter ces valeurs professionnelles. Et ça nous paraît vraiment intéressant. C'est ce qu'on avait retrouvé dans l'étude. Bien sûr, il y a un enjeu crucial dans le contexte des soins auprès des personnes âgées, encore plus avec les 2 dernières années en lien avec le contexte sanitaire que nous venons de traverser. Et vraiment, ces 2 axes en une seule formation nous paraissent vraiment intéressants. Voilà, donc là, vous avez un chiffre parmi d'autres. 100% des formations, ces 2 types de formations sont satisfaits. Bon, c'est plutôt bien, on peut toujours faire mieux, disons, mais 100%, c'est pas mal. Et puis, voilà, ce qui est à retenir, c'est que la formation est vraiment basée en fonction des attentes des professionnels, mais aussi, moi, je m'appuie beaucoup sur ma pratique soignante, sur l'activité clinique auprès des patients, en fait, dans les services. Et ça me semble essentiel en termes de pédagogie, d'avoir un petit peu éprouvé aussi sur le terrain les difficultés que peuvent rencontrer les soignants, mais aussi les situations cliniques, parce que parfois on se trouve un petit peu dépourvu. Et l'axe pédagogique est important, mais il me semble que s'imprégner aussi de ce que vivent les soignants au quotidien est essentiel. Et ce qui ressort, bien sûr, là, c'est la dernière phrase, bien-être pour soi et ses patients. Et c'est cette notion d'équilibre. Un soignant qui va mieux, c'est un soignant qui soigne mieux. Et du coup, tout le monde est gagnant, selon moi. Et la simulation les aide beaucoup à cela. Là, je vous ai mis la référence de l'article que nous avons publié en lien avec une des 2 formations, donc la formation sur le toucher. Eh bien, merci beaucoup, Madame Simon, de cette présentation très intéressante. Et ce que je vous propose, du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est voilà, de garder vos questions pour la fin. Comme ça, on pourra, j'espère, avoir un temps plus important d'échange de questions-réponses. Et donc, du coup, je vous propose de passer à la 3e intervention de ce rendez-vous. Donc, Monsieur Claude Relia. Donc, je vais vous donner la parole pour votre retour d'expérience de formation. Oui, merci Solène. Bonjour à tous de nouveau. Alors, je me présente très rapidement. Claude Relia, j'étais effectivement très récemment encore cadre supérieur de santé, responsable du CFPS, le Centre de formation des professionnels de santé du CHU d'Angers. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai pu développer certaines formations, et notamment des formations en direction des EHPAD, et que j'ai pu également animer en tant que formateur. Donc, j'en ai retenu 3 qui me semblaient plutôt intéressantes à vous proposer, mais bien sûr, il y en a bien d'autres. Alors, ce focus, il est fait sur une formation dont vous avez parlé, Mme Thérien, tout à l'heure, effectivement, c'est sur la bientraitance auprès des personnes âgées, le développement de ses compétences par la simulation grand âge, et là, on fait référence au kit de vieillissement. Je vous en parlerai plus dans le détail dans quelques minutes. Une seconde qui fait appel à la relation d'aide. Donc, on est plutôt sur un développement de ces pratiques cliniques relationnelles.
au sein des EHPAD. Et puis une dernière qui est un peu plus récente, qui répondait d'ailleurs à la demande spécifique d'un EHPAD sur une formation en simulation sur l'approche, l'accompagnement des patients atteints de maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Merci beaucoup, Solène. Alors, pour parler de cette première formation, effectivement, à partir d'un kit de simulation, qui sont maintenant d'ailleurs très, très largement diffusés, mes collègues, cadres formateurs de l'IFAS à l'époque, avaient commencé à développer cette formation pour leurs étudiants. Et puis, nous avons travaillé ensemble et nous avons pensé intéressant de pouvoir la promouvoir et la proposer à l'ensemble des professionnels. Et très rapidement, ça s'est effectivement adressé au personnel du EHPAD. Formation qui, si on veut reprendre les termes de la simulation, serait plutôt d'une dynamique procédurale, puisque nous avons du matériel. L'idée était de faire comprendre les effets du vieillissement et leurs conséquences aux soignants, accompagnants des résidents dans des établissements, dans les EHPAD. Le principe, chaque apprenant essaie cette combinaison de vieillissement sur 2 ateliers. Sur un atelier qui traite des gestes de la vie quotidienne, des actes de la vie quotidienne, et puis un autre sur les déplacements, ce qui est assez important dans les établissements. Chacun joue le rôle du résident et bien entendu son propre rôle de soignant. Alors, où nous avons travaillé un peu plus que s'approprier ce matériel, c'est sur l'importance qu'on peut apporter sur les échanges suivant les différentes expériences liées à l'utilisation du matériel. Donc, le déconsigne, avec notamment l'utilisation de techniques, l'usage de mots, etc., pour pouvoir faire des synthèses de l'expression de ressenti, notamment des apprenants, quand ils avaient sur eux le type de vieillissement. C'est intéressant, ce temps de recueil, parce que ça va généralement très, très, très loin dans l'expression de ce ressenti, avec parfois des expressions d'émotion pas toujours faciles à gérer. Donc, effectivement, ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien quand on va jusqu'au bout du bout dans l'expression de son ressenti. L'analyse des comportements est intéressante aussi, puisque moi, me mettant dans la peau de la personne âgée que j'accompagne tous les jours, voilà ce que je peux en dire quand je suis accompagné par ma collègue, mais qui joue finalement mon propre rôle au quotidien. Et puis, on ne se quitte pas comme ça, puisqu'en plus, c'est une formation qui était DPC. On travaille beaucoup sur les pistes d'amélioration de ces fameuses pratiques professionnelles, notamment spécifiques aux EHPAD, avec des axes d'amélioration qui sont notés, sur lesquels on s'engage à aboutir dans les temps futurs, une fois retourné dans son lieu d'activité. Alors, les points forts de cette formation, pour être assez concis, c'était pouvoir constater l'évolution des représentations du vieillissement et de ses effets. Et ça, c'est quelque chose qui fait bouche à chaque fois, parce qu'en fait, on a beau s'imaginer, comprendre, ce type de vieillissement est vraiment très intéressant pour pouvoir vraiment ressentir et vraiment éprouver sur le terrain la manière dont le comportement des personnes peut se justifier, notamment pour les soignants. Ça permet à chacun de réfléchir sur ses pratiques professionnelles, individuellement, en groupe. Et puis, ça a généré un souhait des apprenants à travailler sur les postures professionnelles, parce que beaucoup ont dit, mais effectivement, moi, ça me parle bien, et du coup, j'aimerais savoir comment je pourrais faire mieux, en tout cas, comment je pourrais évoluer pour être un peu plus adapté, performant dans mes pratiques. Alors, Solène, si vous voulez passer sur la diapo suivante. Cette formation est accompagnée d'outils. Alors, ça me semble intéressant de vous les présenter. Vous les connaissez certainement. Je n'ai pas l'intention de vous apprendre grand-chose là-dessus. Une fiche de renseignement individuel pour que chacun puisse vraiment indiquer des objectifs qui lui sont propres, ce qu'il vient chercher dans cette formation. Surtout, la fiche d'auto-évaluation de l'HAS, que vous connaissez sans doute, il est à côté sur l'écran, la promotion de la bientraitance. C'est un outil que l'on distribue, que chacun garde pour soi. C'est confidentiel, c'est de l'auto-évaluation.
C'est très, très intéressant pour ceux qui le connaissent. Un quiz d'évaluation. Alors, on commence cette formation par un quiz que nous avons monté. Il y a une quinzaine de diapositives qui nous permet d'avoir une représentation quand même globale et individuelle de la représentation du vieillissement chez les personnes, chez les professionnels. Et puis, les fiches d'amélioration à 6 mois dans le cadre de la formation DPC. Alors, pour faire le lien, effectivement, la demande de ces professionnels en formation était d'aller plus loin sur les postures professionnelles, ce qui fait l'objet de la deuxième formation, qui est surtout centrée, j'avais monté ça à l'époque avec une collègue là-dessus, qui était spécialisée dans la relation d'aide. Et il nous semblait intéressant de se recentrer sur la réaffirmation des valeurs porteuses sur le soin relationnel. Alors là, on pourrait faire des liens avec ma collègue d'avant, Madame Simon, je crois, si je me souviens bien, parce qu'effectivement, ça représente quelque chose d'important pour les soignants, pour mettre en lumière des situations plus complexes. On est dans la première formation sur généralement les actes de la vie quotidienne, sur les toilettes, etc., même s'il ne faut pas les nier, il se passe beaucoup de choses lors de ces soins simples, mais quelquefois il y a des situations qui sont un peu plus complexes. Et puis ça permet d'appréhender l'outil d'analyse, et là ça rejoint aussi le premier retour d'expérience sur ces pratiques professionnelles, notamment s'en servir d'outils de progression. Donc c'est vrai qu'en l'expérimentant par la simulation, c'est tout à fait plus facile. Donc on est plus dans de la simulation relationnelle avec la participation d'acteurs. Donc ça me semble intéressant parce que, bon, généralement, moi je vous ai pas dit, mais c'est vrai que je me suis spécialisé un peu tard sur la simulation. Je me suis intéressé, j'ai passé un début de simulation, notamment centré sur l'approche neurocognitive et comportementale. Et c'est vrai que la formation en EHPAD, là, trouve tout à fait son sens, puisqu'à chaque fois, dans la relation à l'autre, il y a des éléments de communication professionnelle qui sont très, très intéressants. Et donc, on en fait des objectifs non techniques, j'en ai entendu parler tout à l'heure, sur la communication. Alors là, on est dans le verbal, dans le paraverbal, dans le verbal, etc. Et ça vient compléter la première formation. Et on a, je vais donner un exemple de scénario type, premier contact avec un résident, le refus de soins, le partage, ou en tout cas la proposition d'un projet institutionnel de vie, et puis notamment l'annonce d'une mauvaise nouvelle quand les soignants sont un peu seuls la nuit ou le week-end. Voilà. Alors, ce qu'on retrouve, ça me semble intéressant de partager ça avec vous, c'est quelques difficultés, notamment quand les équipes viennent de plusieurs établissements. Alors, ce que je préfère faire, généralement, c'est de la formation multiple, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est vrai que ça permet d'identifier beaucoup plus facilement les problématiques spécifiques à chaque établissement, à chaque organisation, et à chaque type de population, parce qu'on sait bien qu'il y a des EHPAD qui reçoivent des professionnels qui appartiennent à des comment dire, je cherche le terme, à des catégories socio-professionnelles particulières. Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette approche-là. Donc, il n'est pas rare, quand on utilise un outil comme la simulation, même si on respecte les règles de l'art, je pense à Jean-Claude Henry, Marie-Christine Boll, qui ont su l'expliquer très, très précisément dans leurs ouvrages, au niveau de HAS, on peut se retrouver dans un premier temps dans des refus de se mettre en situation, la peur de se mettre en danger, notamment la période s'y prête d'ailleurs un peu, dans la mesure où le doute, le risque de donner une image négative de soi, notamment dans la manière de pratiquer, enfin bref, l'expression d'une stigmatisation qui ne va pas dans le bon sens pour pouvoir permettre à chacun de participer. Car cela ne tienne, on a pu s'adapter en proposant une technique que vous connaissez peut-être, qui est le théâtre forum, dans la mesure où s'il n'y a pas de volontaires pour jouer dans un premier temps dans les scénarios de la simulation, on propose donc cette technique du théâtre forum en faisant jouer un acteur une première fois et on scénarise des situations qui sont quelquefois même caricaturales, d'erreurs de comportement, de posture, etc., etc.,
qui sont volontairement joués, de manière à pouvoir permettre à l'auditoire de se questionner, de s'identifier plus ou moins. Enfin, vous voyez déjà l'approche. Et on propose donc, lors du débriefing, que les apprenants proposent à l'acteur de modifier ses pratiques et peut-être de faire autrement. Donc, vous voyez un peu l'astuce. Alors, c'est loin d'être matérielique, mais bon, c'est une adaptation pédagogique pour permettre ce partage d'envie d'apprendre et de faire évoluer ses pratiques. Généralement, c'est très riche, ça marche très bien. Chacun, quelquefois, se sent beaucoup plus à l'aise à dire comment il faut faire plutôt que de remettre en cause ses propres pratiques. Mais ça, c'est très humain, ça peut s'entendre, surtout dans la situation actuelle. Donc, on fait cette mise en situation le second jour, et généralement, les personnes qui ont compris qu'on était dans une démarche, et je l'ai entendu tout à l'heure, de bienveillance, de confiance, etc., participent beaucoup plus, et généralement, le deuxième jour, ils commencent à rentrer dans les situations qu'on leur propose. Alors, en synthèse de cette formation, généralement, non seulement il y a une réticence au début pour participer, mais à la fin, personne ne veut plus partir, et notamment tout le monde réclame des temps de formation supplémentaires, en tous les cas, propose même des situations particulières pour être au plus proche de la réalité. Donc là, je pense que c'est un argument pour que cette méthode par la simulation, somme toute assez ludique, ne mettant pas finalement personne en danger, est un bon outil pour proposer de la formation en EHPAD. Et puis, pour en terminer, une troisième formation, alors celle-ci qui proposera des objectifs techniques et non techniques. Ça, j'ai monté ça très récemment avec un gériatre de la région de Vannes, un ami de longue date, avec qui finalement on a pu discuter du sujet et puis monter cette formation. C'est une formation qu'on propose généralement in situ. Ça me paraît important parce que effectivement chaque EHPAD, et moi j'ai découvert, j'ai énormément appris de ces formations, de s'adapter donc aux locaux, aux organisations dans les EHPAD, aux organisations des équipes. Donc, finalement, on fait ça donc, en EHPAD, et on propose des objectifs très simples, techniques dans l'accompagnement. Généralement, on a ciblé deux types de résidents, des résidents donc, atteints d'Alzheimer plutôt apathiques, et puis d'autres qui, généralement, sont très, très rapidement agités. Donc, l'intérêt, c'était de voir comment, avec ces deux types de résidents, on pouvait s'adapter. Et puis, bien entendu, avec notamment la communication, des objectifs non techniques qui permettaient de rentrer en communication et d'atteindre les objectifs qui étaient fixés. Des apports cognitifs sont repris suite aux différents scénarios qui sont proposés. Et puis, on commence à proposer des travaux en petits groupes, du style PP, sur des pratiques professionnelles, de façon à ce que chacun puisse réfléchir à ses propres pratiques, mais également au travail en équipe, et j'en ai entendu parler tout à l'heure, effectivement, puisque ces groupes sont pluriprofessionnels, et que dans ces groupes en EHPAD, il est très fréquent de retrouver de nombreux ASH. Et ça, c'est important parce qu'on en discutait encore quand on préparait cette intervention. On sait qu'en EHPAD, les ASH participent bien, généralement, beaucoup avec les aides-soignantes et les infirmières dans l'accompagnement des résidents. Et donc, c'est vrai que les différences de formation initiale peuvent quelquefois être un obstacle dans ce type de démarche. Donc, c'est intéressant d'intégrer et de faire des groupes pluriprofessionnels. Les psychologues, les kinés, les ergos, venir d'ailleurs, sont très intéressés par ça. Parce que vous avez bien compris que les collègues aides-soignants, infirmières et ASH pourront les aider largement dans leur pratique au quotidien. Ça permet des regards croisés sur les pratiques, évidemment, et puis de s'adapter aux réalités du terrain. Ça, c'est important, parce qu'à un moment donné, au moment du débriefing, reviennent évidemment les histoires de manque de temps, de manque de personnel, etc., mais qui sont généralement dépassées par le retour à des réflexions beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus positives. Alors, on utilise des techniques diverses aussi selon les groupes. Alors, ça dépend comment ça
présente. On fait soit du théâtre au forum ou de la simulation classique, et ça se passe généralement très bien. Je n'ai pas relevé de problème particulier pour ça. Alors, il se peut aussi qu'on prenne l'habitude, de travailler avec ce type de professionnels. Très honnêtement, quand je vous dis que j'apprends beaucoup, j'apprends peut-être même plus qu'eux, puisque j'étais un infirmier au départ du sanitaire. Je travaillais en urgence notamment, urgence, SAMU, etc. Donc c'est vrai, j'étais loin de ça, mais sans doute qu'avec la prise de l'âge, j'ai dû me sentir un peu concerné. Et donc, je me suis intéressé par ce type de formation. Alors, en synthèse, c'est tout à fait du ressenti, même, que j'avais envie de partager avec vous. Moi, j'en ai rencontré, et là, je peux dire plusieurs centaines sur ces dernières années. J'ai rencontré des professionnels qui sont, en tous les cas, qui m'ont transmis, qui m'ont fait comprendre qu'ils étaient vraiment animés, chargés de valeurs professionnelles très fortes. Et ça se ressent énormément dans les argumentations, en tous les cas, lors des débriefings. Alors, ce n'est pas toujours forcément plus facilitant, hein, parce que des valeurs professionnelles qui sont vivées sont quelquefois le moteur de votre motivation. Donc, ça peut être à la fois intéressant pour pouvoir avancer, mais quelquefois, ça peut être un peu bloquant. J'ai rencontré aussi des professionnels parfois déstabilisés. Alors, je pense qu'en ce moment, c'est un peu le cas aussi, mais avec des perceptions communes, partagées, sur lequel d'ailleurs on discute assez largement. C'est vrai, avec des évolutions de la population, on voit bien que la population vieillit davantage, que les pathologies aussi, les proposées, présentées par les résidents sont aussi de plus en plus lourdes et puis plurielles. Donc, avec un système qui, quelquefois, ne s'adapte pas toujours en termes de matériel ou d'effectifs. Donc ça, c'est vrai que c'est un argument qui revient beaucoup. Mais des professionnels déstabilisés avec des approches différentes. Alors moi, je suis déjà à faire trois petits groupes. Vous allez dire les désespérés, alors ceux qui malheureusement lâchent un peu l'affaire parce qu'ils sont complètement, voilà, ils ne s'y retrouvent plus, quoi. Et ça, je pense que je ne vous apprends rien, vous le connaissez. Il y a les dubitatifs, alors ceux qui essaient de trouver un peu leur voie, qui ont encore de l'espoir, qui se demandent comment ça va se passer, ce qu'ils vont devenir, etc. Et puis il y a ceux qui sont encore porteurs d'espoir, et ceux-là s'investissent dans les projets, et la simulation leur plaît beaucoup d'ailleurs. Et c'est une richesse, c'est un levier lors des débriefings pour pouvoir faire entendre aux collègues des argumentations que quelquefois, même en tant que débriefeur, on n'aurait pas trouvé. Donc ça, c'est super intéressant. Donc il faut être attentif à ça, parce qu'effectivement, on sait que des professionnels bien, on a entendu tout à l'heure avec Simon, travaillent bien, mais pour ça, il faut qu'ils gardent une certaine motivation, et cette motivation, eh bien, il faut qu'ils la trouvent tous les jours sur le terrain. Un intérêt marqué, et ça, ce n'était pas gagné, pour les séances de débriefing, quand ils ont compris comment ça fonctionnait, quand la confiance est installée. Franchement, c'est quelque chose qui roule, c'est un vrai plaisir, je vous assure. Quelquefois, il n'y a même plus grand-chose à faire, où on est carrément dans des démarches d'auto-débriefing, des gens se débriefent entre eux, etc. Il y a juste à piloter un peu, et à cerner un peu les limites des échanges, mais ça fonctionne plutôt bien. Des souhaits des participants à effectivement avancer au quotidien dans leur pratique professionnelle. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est vrai que quelquefois, on peut faire mieux tout en faisant un peu plus vite. Et ça m'a surpris la première fois que j'ai entendu, parce que je me suis dit, tiens, ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout vite, mais quelquefois, pour les fameux désespérés, la notion, en tous les cas, la notion de temps allait forcément avec la notion de qualité du travail. Et finalement, des collègues ont réussi à leur démontrer, à travers ces différents scénarios et des briefings, qu'on peut faire quelquefois un peu plus vite, et aussi bien, sinon quelquefois mieux. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc, on approche dans ces débriefings on ouvre tout un tas de pistes, et chacun s'empare effectivement de ce qui pourra lui permettre d'améliorer ses pratiques professionnelles. Alors, j'insiste, individuel. C'est vrai qu'en simulation, généralement, l'apprenant est le centre des débriefings, même si les participants
évidemment participe également activement, mais aussi du débriefing collectif sur des pratiques professionnelles en équipe, on a entendu. Et puis, alors, une dernière chose que j'ai notée, parce qu'elle me semblait importante, c'était pourquoi notre hiérarchie ne participerait pas à ce type de formation. Ça nous semble tellement intéressant que on pense que tout le monde aurait à y gagner en faisant, en tout cas en ouvrant ces formations à notre hiérarchie. Alors, effectivement, à ces moments-là, ou sur des formations plutôt revisitées, etc., ça peut être intéressant. Moi j'ai des expériences de formation de simulation avec des cadres, notamment comment intégrer la simulation comme levier de management au quotidien. Donc effectivement, là, il y a certainement aussi peut-être, au niveau des EHPAD, une piste à ouvrir. Donc voilà, j'espère avoir respecté mon temps de parole, même si j'ai été un peu plus bavard que Carmel Simon. Et voilà, j'espère que vous me pardonnerez ces quelques minutes volées. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette intervention. Et puis, c'est très bien parce que du coup, on a devant nous, allez, on va se dire 10 à 15 minutes de questions ou commentaires ou d'échanges. Donc, n'hésitez surtout pas à intervenir, à ouvrir votre micro et puis à poser vos questions ou vos réflexions. Alors, qui se lance? Moi, j'ai peut-être une question à poser à M. Relia, Jean-Claude Henry. Tout à l'heure, Noémie Thérien a parlé des nouveaux arrivants. Et j'ai lu récemment une étude qui montrait que, d'une part, les nouveaux arrivants étaient très sensibilisés aux séances de simulation, plus que les anciens. Et deuxièmement, que la rétention justement de leurs connaissances était plus importante dans le temps. Parce qu'en effet, il y a un effet d'épuisement des formations au bout d'un certain temps, 6 mois, 8 mois, ça dépend. Donc, je voulais avoir l'avis de M. Relia là-dessus. Vaste sujet, effectivement. En fait, on est sur le transfert de compétences au quotidien à travers le travail en équipe. Alors, moi, je me questionne également sur cette approche-là et je pense que ça peut être un excellent sujet d'ailleurs de réflexion et de travail en simulation parce que dans les différentes populations dont je parlais tout à l'heure, effectivement, on a des désespérés, entre guillemets, comme je dis de manière très positive, mais qui ne se sortent pas de pratiques qui n'ont pas évolué pendant des années et des années. Et cette routine participe à leur épuisement professionnel. Ça, je l'ai découvert, j'en suis persuadé. Et je l'ai notamment découvert que lors de certains débriefings, ce sont des plus jeunes collègues, d'ailleurs, qui n'ont pas d'ailleurs toutes les connaissances requises, mais qui sont en recherche, justement, et qui viennent quelquefois des écoles, etc., se confronter à des pratiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est vrai que cette interaction-là est intéressante, mais faudrait-il encore qu'elle soit justement managée, qu'elle soit pilotée pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Parce que je ne suis pas certain qu'au quotidien, ça soit trop possible. Je pense même, pour avoir entendu des retours, que c'est plutôt source de conflits entre certaines façons de pratiquer. Alors même si elles sont toujours très argumentées, ça, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est toute la magie du débriefing pour pouvoir prendre cette distance, ce recul et expliciter un peu ces pratiques. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà comment je ressens cette affaire-là. Et pour rebondir sur ce point, je le disais là en préparant le rendez-vous d'aujourd'hui, un article un peu état des lieux justement sur le maintien des compétences et la formation continue des professionnels en EHPAD, qui faisait quand même un constat assez étonnant et qui questionne. C'est ça que je reposais la question de mais comment on rend prioritaire des sujets de formation et notamment par la simulation en santé, puisqu'on avait des professionnels qui, au bout de 20 ans, 25 ans d'exercice, n'avaient pas
bénéficier de formations continues en lien avec leur pratique professionnelle. Et c'est vrai que, Jean-Claude le dit très bien, on a des professionnels nouvellement arrivants qui sont de plus en plus sensibilisés à ces sujets-là, qui ont, pour une partie, entendu parler de la simulation en santé et qui arrivent du coup avec un bagage et une intentionnalité de maintien des compétences qui vient complètement heurter une expérience et une histoire de professionnels. Et comment on peut rendre, c'est une question qui n'a probablement pas de réponse aujourd'hui, mais il y a un enjeu à rendre visible et lisible le type de programme que vous nous avez présenté aujourd'hui, et puis tout ce qu'on peut retrouver, parce qu'il y a une offre extraordinaire, mais qui est probablement mal connue, et pour lesquels les objectifs ne sont pas intégrés dans des objectifs d'établissement, d'accompagnement des équipes, notamment par les équipes de direction. Si je peux me permettre, je pense que là, il y aurait plusieurs pistes de réflexion. D'abord, mais ça, je passerai assez vite parce que c'est le cadre qui parle. Alors bon, voilà, je pense que les entretiens annuels de formation, je dis bien de formation, ne sont peut-être pas assez exploités parce que je pense que là, on peut récupérer beaucoup de demandes, d'attentes des professionnels. En tout cas, on peut les analyser et on peut certainement faire quelque chose. Et puis, je pense que, en tous les cas, moi, la technique de l'approche neurocognitive et comportementale, pour l'avoir expérimentée avec d'autres professionnels, est sacrément intéressante aussi pour essayer, à un moment donné, justement, lors de débriefing, de décortiquer son fonctionnement. Essayer de comprendre pourquoi on bloque, même si c'est à l'insu de son plein gré, comme disent certains, pourquoi on bloque et comment on peut peut-être s'ouvrir et essayer autre chose. Et je pense que ça aussi, ce sont des leviers intéressants. Et comme vous le disiez, fort justement, les nouveaux professionnels qui arrivent, puisque donc, du coup, j'ai eu l'occasion aussi d'aller travailler avec eux, sont formés à la simulation, jusque dans les facs de médecine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la simulation fait partie des outils de démarche pédagogiques que se sont appropriés les instituts de formation. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en marche et que de tout ça, on peut certainement se servir pour réfléchir et puis proposer des formations en simulation qui soient ouvertes à tous. Qui soient ouvertes à tous. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel professionnel en fonction de son ancienneté ou de ses habitudes de travail. Jean, tu avais une question ? Oui, j'avais une question qui reboucle un petit peu avec ce qui vient d'être dit. Le questionnement de la hiérarchie après les formations, on l'a dans un certain nombre de formations, mais que nous, professionnels de terrain, on fait la formation, mais notre hiérarchie ne nous donne pas le temps, les moyens, etc. Est-ce que justement ce questionnement de la hiérarchie ne permettrait pas une implantation plus rapide de ce type de formation ? Est-ce que ça doit être plutôt un préalable ou une conséquence des séances que vous faites dans les établissements ? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais je vais répondre parce que global. Voilà. Alors non, je vais laisser les autres parler. Pour ma part, de ce que j'ai pu observer, c'est que ça change quand même la dynamique des formations lorsqu'il y a l'encadrement qui est là. Donc, c'est à double tranchant. À la fois, c'est bien parce que ça permet vraiment de favoriser la pluridisciplinarité aussi avec la hiérarchie. Et à la fois, souvent, j'ai quand même remarqué aussi que les professionnels se censuraient un petit peu, ou en tout cas se sentaient moins libres d'exprimer leurs ressentis, leurs difficultés, parce qu'il y a l'encadrement qui est présent. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Souvent, moi, ce que je propose, c'est que le cadre de santé participe, ou l'encadrement participe à l'introduction de la formation et vienne aussi sur le bilan, ce qui permet à la fois qu'ils puissent s'imprégner un petit peu des échanges et que les soignants soient à l'aise au moment de la formation. Je ne sais pas comment... Oui, je partage largement ce que vous dites. Dans mon propos tout à l'heure, effectivement, je ne voulais pas dire qu'il fallait faire participer les cadres à ce type de formation. Bien au contraire, je pense que ça serait plutôt des freins
ou en tous les cas, il faudrait bien réfléchir, il faudrait vraiment ajuster les objectifs au cours d'eau pour que tout le monde s'y retrouve. Pour compléter juste la réponse pour Jean Aligon, je pense qu'effectivement, que les cadres soient eux qui proposent, c'est une bonne chose. Mais moi, ce que j'ai pu souvent découvrir, c'est que les cadres avaient décidé d'envoyer des professionnels en formation, mais ces derniers n'en avaient jamais fait le souhait, et d'ailleurs l'ont su très tard et sont venus. Et j'ai compris la réticence et les difficultés que j'ai eues à pouvoir lancer ces formations, créer le climat de confiance, etc., puisqu'on a des professionnels qui viennent sans avoir choisi d'y venir. Donc, je pense que c'est là aussi qu'il y a peut-être un travail à faire pour que effectivement, ces formations ne soient pas subies. Elles ne le sont pas au final, mais qu'elles ne le soient pas dans un premier temps parce que c'est le cadre qui a choisi pour les équipes. Je pensais plus au management de type direction, où il doit y avoir effectivement l'accord ou l'impulsion même de la direction, et puis que ce soit effectivement pas imposé. Ça m'est arrivé une fois d'avoir des professionnels qu'on avait poussés largement dans le dos pour venir. Il faut ramer pour que ça démarre. Hein. On est d'accord. J'avais une question aussi pour Madame Simon sur le visionnage de la séance en direct pour le débriefing. Oui. Est-ce que ça pose pas des difficultés particulières? Est-ce que c'est pas une démarche un petit peu lourde? Enfin, quelle est votre expérience? Parce que dans les formations qu'on avait fait, notamment sur l'annonce d'un dommage, on n'utilisait pas classiquement le visionnage en direct. Quel est votre retour là-dessus? Alors, d'un point de vue déjà organisationnel, vu que souvent les interventions se font au sein même des établissements, déjà d'un point de vue purement matériel et logistique, ce n'est pas toujours évident. Donc moi, je filme soit avec une petite caméra, soit avec un téléphone, et du coup, je projette directement. Et en fait, les exercices, enfin le dispositif de simulation arrivant vraiment à l'issue de la formation, le climat de confiance, la bienveillance, le partage étant déjà bien instauré, il n'y a pas de frein en fait pour que les participants soient filmés ou qu'ils voient leur image se projeter. Enfin, c'est vraiment toute l'alliance en fait qui est créée, qui est en lien aussi avec les thématiques de formation, en lien avec le toucher, en lien avec la sophrologie qui s'installe progressivement. Et du coup, il n'y a plus de frein sur la dernière journée pour passer à ce dispositif-là, ce qui serait, de mon point de vue, pas du tout judicieux de le faire plus avant dans la formation. J'aimerais connaître l'opinion de Jean-Claude Grandry sur ce visionnage-là. Il est gentil, M. Ligon. Non, ça fait partie en effet des techniques de simulation classique, mais je crois en effet c'est très important que les gens aussi se voient faire. Et je crois que lorsqu'on se voit faire, ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'on regarde faire. Et donc là dans cette question-là, mais Mme Simon l'a très bien dit, il faut un accompagnement lors de ce visionnage. Et là, quand il est fait par des professionnels habitués, compétents, là, les axes d'amélioration sont bénéfiques, ça c'est indiscutable. Hein. Et pour revenir juste en arrière à la question de Jean sur la hiérarchie, on a eu l'occasion il y a 1 ou 2 ans 3 ans peut-être maintenant, de faire des formations pour les directeurs d'EHPAD. Et je veux dire que ces formations étaient absolument avec la FHF et l'ARS. Et ces formations étaient tout à fait passionnantes. Et on s'est aperçu à ce moment-là que les directeurs d'EHPAD avaient beaucoup de questionnements. Et ils ont voire même une souffrance dans leur métier de tous les jours. Et d'ailleurs, je pense qu'actuellement, ça ne doit pas s'améliorer. Et donc, je pense que quand on fait une formation dans les EHPAD, il faut envisager tous les métiers. Enfin, c'est un avis personnel, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas. Et Claude l'a très bien dit. Quand on fait un débriefing de ce type, les ASH, par exemple, et moi, surtout les aides-soignantes, nous amènent beaucoup. Parce que ce sont les aides-soignantes dans beaucoup d'établissements qui sont vraiment au contact des patients. Et moi, je sais que dans tous les débriefings que j'ai pu faire avec des aides-soignants, on apprend vraiment beaucoup. Mais la hiérarchie doit être je veux dire, intégrée, quoi. Alors, d'une façon ou d'une autre. Oui. Madame Simon a raison. Il vaut parfois mieux que pour des gestes techniques et pour qu'il y ait... il vaut mieux que ce soit les professionnels, je dirais, de terrain entre eux.
Mais je pense qu'il faut aussi que la hiérarchie participe. C'est un avis personnel et je partage. Juste pour ajouter une petite chose, je pense qu'on sort un petit peu de la simulation, mais pour moi, c'est fortement en lien, la question de l'analyse de l'activité, de suivre les professionnels, de suivre les ASH, les aides-soignants, les infirmiers coordinateurs, la direction, de manière à pouvoir aussi restituer de manière neutre et bienveillante la préparation aussi. Ça nous permet de préparer les formations, de préparer le dispositif de formation en s'imprégnant du terrain, sans avoir besoin de sortir les professionnels de leur exercice, ce qui est quand même plus avantageux pour les établissements, tout en rencontrant chacun des acteurs et en faisant une restitution à l'issue de la formation qui est plus globale. Et du coup, la formation, dans ce cas, est un levier intéressant pour permettre une pratique réflexive de chacun en équipe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et le terme restitution me paraît important. Et je rajoutais même un débriefing de restitution et qui est destiné à tout le monde. Et là, je pense que ça doit avoir un intérêt pour l'équipe tout entière. On réunit l'équipe, tout le monde est solidaire et on dit voilà ce qu'on a ressenti. Et alors, il y a peut-être des choses à dire, peut-être des choses à ne pas dire. Il y a des choses à ne pas dire qu'on peut réserver à la hiérarchie, justement. Mais ça, ce dialogue, cette communication est capitale, même si vous avez raison. Ce qu'on a pu aussi observer, c'est qu'effectivement, par catégorie professionnelle, ou en tous les cas par métier, c'est toujours intéressant de voir ce qui est cœur de métier et ce que les équipes, comme dit Jean-Claude, justement, vont régler à leur niveau. Ça, c'est évident. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à chaque catégorie professionnelle, chaque métier, il y a un moment donné, on se rend compte que tout le monde, on est interdépendant. Et c'est ces problématiques qui sont plus marginales, qui généralement font l'objet d'un débriefing, mais comme tu viens de le dire à l'instant, peuvent faire l'objet d'un débriefing commun avec une interprofessionnalité, hein, tout simplement, au sein des établissements. Mais moi, je souscris complètement, hein, pour faire de la formation de cadre. L'objectif aujourd'hui, c'est peut-être aussi d'amener les cadres, et là, ça va peut-être répondre à la question que j'avais tout à l'heure, c'est dans la pratique, en tous les cas au quotidien des cadres, c'est leur faire acquérir la notion de simulation au quotidien. Avec tout simplement au départ, il y a des outils de la HAS qui le fait très bien, hein, la notion de débriefing et de débriefing en début et en fin de journée quand c'est possible, avec les équipes. Et ça, déjà, ça peut être le début de quelque chose qui pourrait se mettre en place, en tout cas que chacun pourrait s'approprier, quel que soit son métier. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'en fait, vous avez quand même touché du doigt quelques spécificités des EHPAD. Vous avez beaucoup parlé tous les deux, hein, d'objectifs simples, de redonner du sens et de valeurs professionnelles, et qui est quelque chose de très fort dans ces établissements. On aurait probablement un peu la même notion dans les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, cette notion du sens. La question du in situ, et je crois que c'est important de se le dire, c'est que la question de l'accessibilité, c'est quand on va à la rencontre et qu'on fait de l'immersion dans l'institution. Et ça, vous l'avez aussi tous les deux largement abordé, hein. Et puis de démontrer quelque part la pertinence de l'action par le faire, ce qui permet d'emmener le pluripro, dont l'équipe d'encadrement et la direction. Donc, il faudrait presque réussir à déployer un programme prétexte de simulation en santé dans chaque EHPAD pour démontrer l'utilité et l'intégration en routine. Alors, vous évoquiez la question des entretiens pro. En fait, c'est des lieux parfaits pour re-questionner les programmes de formation qui sont abordés. Et puis, vous avez tous les deux insisté sur l'importance du débriefing et ce qu'apporte le débriefing au-delà de la compétence technique, mais tout le volet prendre soin relationnel et puis aussi communication au sein de l'équipe. C'est probablement des choses qu'il faut qu'on réussisse à communiquer, à rendre lisible sur l'apport de la simulation en santé en EHPAD, qui est probablement au jour d'aujourd'hui moins bien connu des professionnels et des directions. Et ça nécessiterait, si on devait se donner des perspectives sur l'espace ressources, peut-être de
de mettre un coup de projecteur sur les dynamiques qui sont en place et qui méritent d'être connues. Oui. On laisse peut-être le mot de la fin à Jean-Claude. Je ne sais pas si Jean-Claude… Attendez, moi je voulais me cacher, puis en fait, on me découvre. Non, Noémie, vous avez fait une très bonne synthèse. Moi, je prends, enfin, les EHPAD m'intéressent à double titre. D'abord parce que j'ai vécu ça avec mes parents. Ensuite, parce que j'approche l'âge où je vais peut-être y aller bientôt. On ira ensemble. Et non, mais hors plaisanterie, enfin, c'est pas tout à fait de la plaisanterie. Je crois qu'actuellement, les EHPAD sont au cœur de l'actualité. Nous avons le devoir de nous occuper de nos aînés. Ça, c'est une réalité. Je pense que les gens qui travaillent dans les EHPAD aujourd'hui ont beaucoup de mérite. Je pense qu'avec Covid, ils ont beaucoup souffert. Et les résidents aussi, bien sûr, dans tous les sens du terme. Et moi, je crois que nous avons aujourd'hui un devoir d'aider ces professionnels de santé. Alors, Noémie, vous avez dit ça, il y a des pistes intéressantes, mais on a le devoir d'information, on a le devoir de discussion, le devoir de faire quelque chose pour ces établissements. Ça, moi, ça me paraît une des priorités. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais aujourd'hui, ça sera sûrement le moment de lancer une dynamique sur ce plan. Voilà. Et d'ailleurs, ce premier webinaire en est une première étape pour l'espace ressources. Il sera mis en replay, hein, c'est ça, Solène? Tout à fait. On essaiera de le faire connaître au maximum. C'est ça. Et justement, merci pour ce mot de la fin, Jean-Claude. Et puis, un grand merci du coup à l'ensemble de nos intervenants, Armel Simon, Claude Relia et puis toi, Noémie, pour avoir participé à ce rendez-vous. Et alors, avant de nous quitter, justement, je vais lancer un petit sondage où, alors avec les habituelles questions sur la satisfaction par rapport au rendez-vous simulation, mais on voulait aussi vous questionner pour faire du lien avec ce qui vient d'être échangé. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement que l'espace ressources mène une enquête sur les besoins en formation par la simulation au niveau des EHPAD, et puis aussi pour faire connaître les formations de simulation auprès de ce public-là. Donc, qu'on pourrait diffuser en compagnie, enfin associé au replay de ce rendez-vous. Donc, je vais lancer, hop, j'arrête le partage de mon écran pour lancer ce petit sondage. Donc, merci d'y répondre. Et puis, on vous donne, normalement, ça devrait apparaître pour que vous puissiez y répondre. Et puis, on vous donne rendez-vous le 27 avril prochain pour un nouveau rendez-vous simulation qui entamera une petite session sur la simulation numérique. Donc, on aura deux rendez-vous sur ce thème-là. Donc voilà, merci de répondre à ce petit sondage et puis surtout merci de votre participation nombreuse et aux intervenants. Je vous dis au 27 avril. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.